Retour dans Paris Direct, c'est l'heure à présent du journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et ça tangue sur les places boursières au lendemain des élections législatives et sénatoriales en Italie. Absolument, il n'y a toujours pas de majorité gouvernementale à Rome, toujours pas d'équipe prête à prendre les rênes du pouvoir et du coup les indices boursiers plongent. On commence par Milan qui est véritablement orienté à la baisse ce soir. Milan fermé à moins 4,89%, moins 2,67% à Paris. Londres a reculé de 1,34%, Francfort abandonné 2,27% et Madrid également grand plongeon puisque la bourse espagnole se repliait de 3,2%. Même phénomène observé sur l'euro. Un euro aujourd'hui s'échange aux alentours de 1,30 $. Alors qu'hier encore à la mi-journée, on était à 1,33 $. On voit que donc, la monnaie unique s'affaiblit face au dollar, très clairement. C'est le pire des scénarios qui semblent se concrétiser pour les investisseurs. Bien sûr, puisqu'il n'y a donc pas de majorité claire. On sait que Pierluigi Bersani, qui est donc le centre-gauche, a la majorité à la Chambre des députés, mais ça ne suffit pas pour gouverner, il faut aussi le Sénat. Or, au Sénat, aucune formation ne s'est imposée. Donc, évidemment, Pierluigi Bersani doit chercher des alliances. À droite, il y a Silvio Berlusconi, c'est quand même très improbable qu'il y ait une alliance entre la carpe et le lapin. Et puis, à gauche, c'est Beppe Grillo, vous savez, cet ancien comique, qui a averti clairement aujourd'hui qu'il ne rentrerait pas dans une coalition globale et qu'il ferait des accords au cas par cas. Accord au cas par cas, ça veut dire donc un pays difficilement gouvernable. Quand il y a des décisions difficiles à prendre, un cap quasi impossible à tenir. Et ça, effectivement, c'est le cauchemar des marchés. Julien Fanciulli nous en dit plus. C'était l'homme sur qui Bruxelles comptait, Mario Monti, laminé par les élections. À la place, un autre candidat a su créer la surprise, Beppe Grillo, arrivé 3e, un humoriste qui est loin de faire rire les marchés financiers. Eurosceptique, il se dit prêt à renouer avec la lire. Ses propositions ont convaincu. C'est clair, les électeurs ont fait le choix d'un populisme déchaîné en votant Grillo ou Berlusconi. Ces deux-là ont su décrire une Italie dont tout le monde rêve. Si le message envoyé par les électeurs effraie les marchés, l'incertitude politique, elle, est vécue comme un cauchemar. Aucun parti n'a recueilli assez de voix pour diriger seul. Le jeu des alliances commence, c'était le scénario le plus redouté. L'Italie a besoin d'une situation politique stable pour pouvoir mener les réformes nécessaires à la réduction de ses déficits et à la réduction de son endettement. La réaction des marchés n'est donc pas une surprise. Les bourses décrochent et les vieux démons réapparaissent. Les taux d'emprunt ont explosé et ça a un effet domino. En 2013, Rome va devoir emprunter 420 milliards d'euros. Une somme pour rembourser une autre dette, 2000 milliards d'euros, soit 127% du PIB. Bref, le retour à l'équilibre n'est pas pour demain. Et du coup, les investisseurs s'inquiètent sur la capacité de l'Italie à tenir ses engagements. Voilà, le problème, c'est de savoir si l'Italie va devenir insolvable, si elle va laisser filer ses dépenses publiques, laisser filer sa dette et si elle pourra la rembourser. Et ce doute, on va dire, sur la crédibilité italienne, il entame en fait l'ensemble de la zone euro et notamment le sud de cette zone euro. Madrid, par exemple, a vu aujourd'hui ses taux d'intérêt sur le marché secondaire remonter. Et en Espagne, on appelle les Italiens à réagir rapidement. Écoutez. Nous espérons un gouvernement stable en Italie. Ce qui est bon pour l'Italie est bon pour l'Espagne et vice-versa. C'est pourquoi je ne doute pas qu'une majorité va se dégager en faveur de politiques qui permettront de sortir l'Europe de l'ornière. En France, à présent, le chômage reprend sa remontée après la stabilisation du mois de décembre. Effectivement, c'est donc pas vraiment une surprise au final, cette poussée du chômage qui se poursuit en janvier. Le chômage a augmenté de 1,4% si on parle de la catégorie A, c'est-à-dire donc des personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle. Et si on compare sur un an, de janvier 2012 à janvier 2013, alors cette augmentation, elle est de 10,7%, ce qui est tout à fait conséquent. Et en France métropolitaine, on compte désormais 3 169 000 chômeurs et on s'approche véritablement d'un record, et, si j'ose dire, établi en juillet 97, il y a 6 ans. Alors ce chômage, Raphaël, ce chômage, tout comme d'autres risques comme la maladie, qui sont des accidents de la vie, ça a évidemment des conséquences, notamment sur la capacité à épargner. Quand on parle épargne, on pense assez rapidement retraite. Et là, je m'adresse à tous les futurs retraités que nous sommes d'ailleurs, alors même que la crise met à mal les dépenses publiques, les systèmes de solidarité, quelle retraite peut-on espérer? Nous sommes en plateau avec Jean-Pierre Widmer. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
le président d'HSBC Assurance. Tout à fait. Et depuis 2005, HSBC mène une grande enquête, une enquête au niveau mondial, dans 15 pays, plus de 1000 personnes dans chaque pays, pour essayer de tester, de sonder les attentes des gens en matière de retraite et puis leur capacité à épargner, leur stratégie à épargner dans la perspective d'une retraite. Alors, cette étude, j'ai envie de dire qu'elle montre un écart finalement entre les attentes des gens et puis ce qu'ils font en réalité. Oui, absolument. Cette étude qui, effectivement, comme vous l'avez dit, se focus sur l'allongement de la durée de la vie et la perception de la retraite, a montré qu'il y a des écarts. Il y a des écarts partout. Il y a des écarts entre ce que vous anticipez pour votre retraite, ce que vous allez faire, qui est plutôt une période plutôt sympathique. Vous allez pouvoir avoir du temps libre, avoir une certaine liberté, aller pouvoir voyager, voir vos amis, voir votre famille. Et puis à côté de ça, ça nécessite des moyens. Et là, vous avez un vrai écart entre les moyens que les gens pensent pouvoir avoir et l'épargne qu'ils font pour pouvoir justement se donner les moyens de faire cette période de manière sympathique. Vous les avez chiffrés, ces moyens, sur la base des attentes des gens que vous avez interrogés. Par exemple, une base aux États-Unis. Disons que globalement, les gens voudraient avoir à peu près 78% du revenu qu'ils ont quand ils sont actifs, quand ils sont retraités. Qu'est-ce que ça représente, par exemple, pour un Américain ? Alors, je vais le dire différemment et je vais le dire en français si vous le voulez bien. C'est-à-dire qu'en France, quand vous posez la question, quel est le revenu que vous souhaiteriez avoir pendant votre retraite, les gens disent, disons à peu près 26 000 € par an. Quand vous regardez le revenu médian d'un actif, vous êtes à peu près à 20 000 €. Quand vous regardez le revenu médian d'un retraité, vous êtes à 18 000 €. Voyez le gap entre le 18 000 € et le 26 000 qu'il projette. Et juste pour vous illustrer encore plus cela, ce gap, si vous voulez le faire par une épargne supplémentaire, ça veut dire qu'à partir de 25 ans, vous mettez par mois 500 € d'épargne de côté, ce qui est très important. Et on voit bien qu'il va y avoir une désillusion lorsqu'on arrivera à la retraite entre les moyens disponibles et ce que l'on voudrait faire. Ce qui ressort de cette étude, c'est que, on va dire en moyenne, les gens épargnent certes pour leur retraite, mais pas assez. La retraite en moyenne, on va passer 18 ans de notre vie à la retraite et on a à peu près la moitié de cette période en épargne. Alors c'est effectivement, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire quand vous demandez aux gens combien de temps vous allez vivre pendant la retraite, les gens disent à peu près 18 ans, ce qui est inférieur à ce qu'ils vont réellement vivre. C'est-à-dire que l'espérance de vie est un peu au-delà, un peu plus de 20 ans quand vous avez 60 ans. Et quand vous leur demandez, mais quelle va être la durée de vie de votre épargne, ils disent qu'effectivement, il y a à peu près une dizaine d'années. C'est-à-dire que vous avez, grosso modo, 8 à 10 ans d'écart de financement. Et ceci est un vrai problème, parce que comment, sur les 8 dernières années, qui risquent finalement d'être les plus chères, parce que vous avez aussi des problèmes de dépendance qui vont arriver, les gens vont-ils financer cela ? Alors, il y a des différences aussi culturelles. On n'épargne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes anticipations en fonction de l'endroit où l'on vit. Alors, tout à fait. Vous avez effectivement, dans les pays asiatiques, par exemple, un effort d'épargne largement supérieur par rapport à des pays matures. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, en Asie, généralement, on épargne à peu près 260 € par mois, contrairement à des pays comme les UK ou la France, où on est à moins de 100 € par mois. Alors dites-nous quelque chose de rassurant. Que faut-il faire pour s'éviter des lendemains qui déchantent à la fin de notre vie et de notre retraite ? D'abord, les choses qui sont sympathiques, c'est d'abord on va vivre plus longtemps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va vivre plus longtemps en bonne santé. C'est aussi une bonne nouvelle. Simplement, il faut le préparer. Et ça se préparer, ça veut dire épargner, effectivement. Et épargner tôt, si je vous entends bien. Le plus tôt possible. Jean-Pierre Widmer, merci beaucoup, président donc, de HSBC Assurance. Merci. Merci. Il nous reste très peu de temps, Myriam, pour parler de la nouvelle impasse budgétaire qui s'annonce pour les États-Unis d'ici la fin de la semaine. Voilà, 1er mars, vous savez que c'est le deadline pour que les congressmen américains, démocrates et républicains s'entendent. Sinon, il va y avoir des coupes automatiques. Et aujourd'hui, le président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke, a exhorté les congressmen à s'entendre absolument pour ne pas cisailler la croissance américaine. Alors que la croissance économique reste modérée, cette nouvelle épreuve va rendre la reprise plus difficile. En plus des conséquences néfastes pour l'emploi et les salaires, une reprise plus lente va mitiger la réduction des déficits à court terme voulue par nos politiques fiscales. Merci, Mme Mascarello. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant, la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.
voyage.